Shodo, ça a été vraiment ça. Ça a été l'occasion de me réaligner avec mes valeurs, de redonner du sens au salariat, et puis surtout d'aller faire de l'innovation sociale. C'est en remettant du sens au travail, le bien-être, et en remettant, pour faire simple, la croissance au service des gens, que tu remets de l'engagement et surtout de la performance. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste, et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute. Salut Jonathan. Salut Vincent. Naturel de se dire bonjour alors qu'on parle déjà depuis une demi-heure. Au moins, ouais. Voilà, ça commence bien. Mais écoute, bon, pour rentrer dans le vif du sujet, maintenant avec les micros allumés, parce qu'il faut savoir pour ceux qui nous écoutent qu'on s'est déjà très bien entendu avec Jonathan et qu'il y a plein de trucs à dire et ça va être génial comme épisode. Donc du coup, pour mal commencer, je vais commencer avec un mauvais syllogisme. On dit, enfin, moi j'en suis convaincu, je pense que toi aussi, que la culture est un des actifs les plus précieux d'une entreprise. Et toi, tu as créé Shodo avec un modèle d'entreprise en open source. On comprend pour du code, pour un modèle d'entreprise, c'est peut-être moins évident, mais en tout cas, vous l'avez fait parce que vous vouliez être copié. Donc du coup, la culture est ton actif le plus précieux. Tu veux qu'on copie ta culture, tu veux qu'on copie ton actif le plus précieux ? Ouais, tout à fait. Alors, j'ai cofondé Shodo parce que je l'ai cofondé avec Guillaume Ferron. Il faut rendre aussi à César ce qui lui appartient. Grâce à lui qu'on se parle en plus. Voilà. Et pour te répondre, effectivement, c'est pas naturel parce que on aurait pu se dire avec la pensée standard de l'entrepreneuriat que le modèle de Shodo est un avantage concurrentiel qui nous aurait peut-être donné 5-10 ans d'avance sur la concurrence. Mais en fait, notre but, c'est pas de phagocyter tout le marché et d'être énorme. En fait, ça nous renvoie à notre why. Enfin, pourquoi est-ce qu'on a créé Shodo, et on en parlait tout à l'heure. En fait, la réponse, elle est plutôt dynamique. Au tout début, quand on a créé Shodo, avec Guillaume, on avait envie d'être un speakeasy. Tu vois, c'est les bars, les bars stylés qui sont cachés derrière des pizzerias ou des laveries, etc. Exactement. Ouais. Ouais, voilà. Vous connaissez les mêmes. Et tu vois, en se disant, écoute, voilà, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est très bien comme ça. Le modèle est cool. On va se payer, on va être bien, et personne nous emmerdera, quoi. Mais en fait, on s'est heurté à un paradoxe qui est que à travers Shodo, en fait, Shodo c'est quoi ? Shodo c'est un POC, Proof of Concept, plutôt concluant après 5 ans d'existence, qui nous permet de montrer en fait qu'une autre voie est possible, qu'on peut redonner du sens au salariat et qu'on peut entreprendre différemment. Et donc, on est arrivé à la conclusion que pour changer, c'est ça qu'on veut en fait, c'est contribuer avec d'autres acteurs à changer le monde du travail, à penser le future of work, tu vois, le fameux. Et ben l'idée c'est que pour ça, t'as beaucoup plus de résonance quand tu atteins une forme de taille critique qui te permet de porter ton message au lieu d'avoir un tout petit micro et une toute petite enceinte, en ayant un énorme micro et un mur de son, quoi. Ouais. Tu vois. Et donc pour ça. La conclusion évidente, c'était de dire que il fallait que on puisse inspirer d'autres entrepreneuses, d'autres entrepreneurs, donc être copié et en vrai être dépassé. Ok. Et alors, vous avez été copié et dépassé ? Ah bah écoute, dépassé, je te laisserai juger, je laisserai tes auditrices et tes auditeurs en juger. Copier, la réponse est oui. Il y a, tu vois, on a eu le plaisir de voir ces deux dernières années des acteurs s'inspirer de notre modèle pour fonder des ESN sur un modèle de redistribution, de transparence, d'équité. T'en as déjà d'ailleurs reçu à ton micro il y a pas longtemps et je les salue. Et on le salue. Mais oui, en fait, une partie de notre activité, enfin une partie de mon activité consiste aussi, si tu veux, à donner du temps
à des entrepreneuses, des entrepreneurs qui ont des questions sur notre modèle, qui est open source comme tu l'as dit, qui ont envie de bien le comprendre, de pouvoir l'incarner avec leur vision. Et oui, il y a des boîtes qui pop de manière, je pense, assez représentative, et c'est très cool. Et je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'écosystème. On en parlera après quand on va détailler ton modèle. Je pense que les gens seront de plus en plus d'accord avec nous. Mais si on revient un peu à la jeunesse de ça, et pour mieux te connaître toi, Jonathan, alors est-ce que tu peux te présenter, parce que c'est la question un peu consacrée, mais surtout, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête au moment où tu décides que tu vas créer ça, et pas aujourd'hui, mais vraiment 5 ans en arrière? Écoute, donc pour me présenter, je m'appelle Jonathan Salmona. J'ai 2 enfants, bientôt 3. Ah, félicitations. Merci. Et effectivement, moi j'ai fait toute ma carrière dans la tech. Ça fait quasiment 20 ans que je suis dans la tech, et plus particulièrement exclusivement en ESN, ou SS2I comme on les appelait dans l'ancien temps. Et en fait, j'ai eu, on va dire, un parcours en 2 temps. J'ai eu un premier parcours assez classique. Moi, je viens du monde des sales, mais néanmoins, je pense que j'ai toujours eu une fibre paradoxalement très très RH, avec également une appétence, une forme de moi, j'ai été élevé quand même dans la culture de la concurrence. T'es un peu comme un bonobo, un bonobo de la compète. T'as été un sales, un commercial, du coup, de SN. Commercial, mais je pense qu'il a assez vite compris que dans notre métier à nous, alors entre guillemets, parce que c'est un mot un peu sale, le principal asset, c'est les salariés, c'est les gens, parce qu'en fait, quand tu fais de la prestation intellectuelle, tu entre guillemets vends de la matière grise. Alors vendre des gens, c'est moche, c'est encore plus moche, hein. Voilà, mais donc on vend des gens, on vend un savoir-faire qui est matérialisé par des gens, des salariés, et ta principale richesse, si tu veux avoir du chiffre d'affaires. Donc là, je te parle avec le mindset d'avant, c'est quand même d'avoir les meilleurs dans ta communauté, et faire en sorte qu'ils restent. Et oui, parce que tu peux les vendre plus cher, plus longtemps, et tu vends des gens, fois des jours, fois des taux. Donc voilà. Donc en fait, mon parcours en 2 temps, il est simple. J'ai eu une période de ma vie où j'étais dans le train dans une forme de course de rats, la fameuse course à l'échelle. race. Voilà, exactement. Et où je me suis dit, tiens, vas-y John, jusqu'à quel niveau de salaire tu peux monter, jusqu'à quel niveau de pouvoir tu peux monter, etc. Et ça, je pense que c'est la trentaine, hein, c'est une caractéristique de la trentaine, enfin en tout cas chez moi. Et puis très vite, non pas très vite, parce qu'en fait j'ai commencé à bosser à 25 ans, donc très vite, à plus de 30 ans, c'est quand même lent, hein, comme prise de conscience. Mais la conclusion, elle est simple, c'est que je me suis rendu compte que malgré tous mes efforts, il y aurait toujours quelqu'un ou quelqu'une de plus intelligent, de mieux payé, etc. Donc en fait, c'est une quête qui n'a pas de sens. Et donc tu voulais vraiment être tout en haut de... Ouais, c'est une quête je me suis rendu compte que c'était une quête qui n'avait pas de sens, et comme elle a pas de sens, comme elle a pas de fin, j'en suis sorti. Et ça tape le moment où tu réalises ça, non? C'est quoi? Ça te tape sur la tête le moment où tu réalises ça? Non, parce que en fait, au final, non, parce qu'en fait, quand tu te rends compte que c'est assez évident, en fait. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Et donc, comme c'est évident, il y a pas c'est pas une désillusion, quoi. Tu vois, c'est pas une désillusion. En revanche, tu vois, moi, l'épiphanie, c'est plutôt une forme de perte de sens qui se matérialise au moment où 2 choses. La première, c'est que je suis dans une très belle boîte à l'époque, qui, malgré le fait que ce soit une très belle boîte, commence à avoir du turn. On passe de 5% à 15, à 20, etc. Et en fait, on est quand même dans un secteur où le turnover moyen, c'est 30%. Et quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte qu'il y a une forme de non-sens à entretenir. Enfin, tu vois, t'es dans une boîte, il y a du turn. Tu pars du principe que le turn il est endémique et que c'est ok, et donc tu vas dire en fait voilà, on n'a qu'à recruter de plus en plus de gens. Et je pense que moi, je te parlais tout à l'heure de la perte de sens, elle est liée aussi au fait que j'ai mis du temps parce que j'ai gagné beaucoup d'argent, je pense très vite,
et que ça t'aide pas à être lucide. Non, bien sûr que non. Puis tu te dis, si je gagne de l'argent, c'est que je dois faire un truc bien. En tout cas, la société me récompense pour ce que je fais, donc c'est que ça doit avoir du sens et que je dois être sur la bonne voie. Ouais. Et puis après, quand t'as 30% de turnover, bah tu gères une boîte par perdre tes profits, quoi. Ouais. Puis je pense que t'as aussi, t'as pas les bons moteurs. C'est des moteurs d'ego quand tu te compares aux gens en termes de rémunération, pas en termes de sens. Et enfin bon, bref, donc j'ai eu une perte de sens. Et tu me posais la question, on a digressé de ouf, mais pour ceux qui nous écoutent, ça va être le cas, hein. On va digresser parce que je pense que ça va être on a envie de parler, on a envie de se parler, donc ça va être génial. Mais Shodo, ça a été vraiment ça a été l'occasion de me réaligner avec mes valeurs, de redonner du sens au salariat, et puis surtout d'aller faire l'innovation sociale, parce que moi, tu vois, j'adore la tech, pas parce que il y a plein de nouvelles techno, de nouveaux cas d'usage, mais je trouve qu'elle a des caractéristiques naturelles en termes, tu vois, d'hypercroissance, de facilité de gouvernance, et surtout, c'est safe la tech, hein, je veux dire, tu vois, là, 2023, c'est une année de merde, mais dans la tech, t'es quand même relativement épargné si tu compares à d'autres secteurs comme, le BTP, la restauration, ce que tu veux, quoi. Ok. Et donc du coup, moi je vois la tech, j'ai vu la tech, et c'est ça Shodo, la tech, c'est un formidable laboratoire pour faire de l'innovation sociale, et c'est ce qu'on a essayé justement de faire à travers Shodo. Alors, et justement, donc la question d'après, c'est évidemment comment. Donc pour dire comment, pour le dire là, t'as écrit un manifeste qui explique tout ça, tout le fonctionnement de Shodo. C'est aussi un manifeste qui prend 28 minutes à lire, je crois, et pas moins. Il est hyper dense, il est hyper fouillé, et vraiment, je pense, c'est une énorme source d'inspiration pour tous ceux qui auraient envie de faire comme toi. Si d'ici la fin du podcast, je voulais faire pareil, allez lire ça. Mais justement, comment en moins de 28 minutes en tout cas, comment est-ce qu'on fait pour créer un modèle dans un secteur de SN qui est quand même du copier-coller sur beaucoup de boîtes, comment on fait pour faire l'innovation sociale dans un secteur qui avait la réputation avant, et tu me passeras l'expression, d'être un secteur de boîte à viande? De la même manière qu'en début d'enregistrement, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Le manifeste, je l'ai coécrit avec Guillaume et Laurie. Que t'as croisé, et qui va devenir CEO de la boîte en janvier 2024. Je l'aurais pas dit, mais c'est un beau scoop. Écoute, c'est pas un secret parce qu'on l'a annoncé en interne aujourd'hui, c'est trop cool. Comment est-ce qu'on s'y est pris? En fait, on s'y est pris en recueillant patiemment les doléances à la fois de celles et ceux qui rejoignaient notre ancienne boîte, et à la fois aussi malheureusement en écoutant les regrets de celles et ceux qui nous quittaient dans le cadre de offboarding, des offboarding qu'on pouvait faire. Et en gros, qu'est-ce qui ressort? Il ressort que dans le monde des ESN, il y a une perte de sens au niveau du salariat qui est liée à un problème de transparence. En gros, dans la redistribution des richesses, dans le fait de pas savoir combien sont payés les collègues, dans le fait de découvrir que tu as des collègues qui sont payés plus que toi alors qu'ils sont arrivés il y a moins longtemps que toi. Tu sais pas combien, de quel niveau sont les marges de l'entreprise. Tout un tas de raisons, parmi lesquelles je peux encore te donner, je pense, un vrai problème d'équilibre, vie pro, vie perso, qui font qu'à un moment donné, les gens se sont dit, mais j'ai meilleur compte à me mettre à mon compte et à devenir freelance. Et encore une fois, nous, le constat qu'on a fait, c'est que parmi les gens qui se mettent à leur compte, qui deviennent solopreneurs, free ou tout ce que tu veux, je sais pas quelles sont les différentes terminologies, mais on s'en fiche. On s'est dit que 30% d'entre eux ou d'entre elles le font par conviction parce que c'est une vocation, mais en fait il y en a 70% qui le font parce que c'est le moins mauvais modèle. Mais il y a de la place, il y avait de la place, et il y a market fit, pour reprendre les termes de la Startup Nation, pour un modèle de salariat différent. Et donc c'est comme ça qu'on a pensé Shodo. On s'est lancé déjà avec plein d'idées en termes de redistribution de la valeur, partage de la valeur, transparence des salaires. Et puis en fait, comme je te le disais tout à l'heure, on a une caractéristique qui est vraiment qu'on est sur un modèle qui est dynamique, qui est en perpétuel changement, et donc au fil du temps, on y a apporté par petites touches des changements. Et justement, tu disais au début, tu vois, tu entreprends de manière qui est totalement à l'opposé de ce qu'on t'apprend sur l'entreprise quand tu fais des cours de business et des cours d'école de commerce. Dans le manifeste que vous avez écrit, du coup, avec Guillaume et Laurie, il y a écrit
La valeur d'une entreprise réside dans sa capacité à faire communier les individus autour d'une vision, d'une direction et d'un partage de valeurs, plutôt que dans son chiffre d'affaires. J'adore, mais n'importe quel tenant du capitalisme actionnarial va dire que c'est une hérésie. Enfin, comment tu en viens à ça? Et surtout, pourquoi tu choisis le véhicule de l'entreprise pour faire ça? En fait, il y a 2 niveaux de réponse à ta question. La première, c'est que je pense que il y a un vrai problème dans le monde du travail aujourd'hui, c'est la perte de sens. Alors, on appelle ça le bore-out, le burn-out, le quiet quitting, ce que tu veux. Voilà, les jours, mais ouais. le quiet quitting est une conséquence Bien du sûr. burn-out. Mais t'as des stats qui arrêtent pas de changer, mais en gros qui te dit que basiquement t'as 93% des gens qui sont désengagés au taf. Et donc ça veut dire que la manière avec laquelle on pense l'entreprise aujourd'hui, elle pose problème. Et nous notre si tu veux, notre réflexion, c'est de se dire que c'est en remettant du sens au travail, le bien-être et en remettant, pour faire simple, la croissance au service des gens, que tu remets de l'engagement et surtout de la performance. Le deuxième niveau de ta question, parce que là, je m'en souviens plus. Tu m'avais dit... Pourquoi choisir le véhicule de l'entreprise pour faire quelque chose de social? Ok. Écoute, le deuxième niveau de réponse, c'est que, on en parlait aussi tout à l'heure, il y a une vraie forme de militantisme je pense dans Shodo. C'est partie de nos valeurs, je pense, de justement de montrer par l'exemple qu'une autre voie est possible. C'est de fait, ça devient un parti pris qui probablement devient politique, à peu de choses près. Et je pense que le monde dans l'entreprise te donne une vraie forme de crédibilité parce que tu peux justement montrer par l'exemple, tu peux montrer des quick wins ou on va dire des acquis. Tu peux présenter des acquis aux gens en disant regardez, ça marche. Et c'est ça qui donne envie, je pense, c'est ça la conduite du changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis fan de politique, mais un des vrais problèmes une des limites de la politique, c'est que c'est fait par des gens qui ont zéro légitimité terrain. Et donc que tu peux attaquer de deux manières, soit en démontant l'idée et en la présentant comme utopique, soit en démontant le messager ou la messagère. Il a jamais bossé. Et, oui, mais enfin c'est super ce qu'il dit, mais regardez. Mais dans le vrai monde, ça se passe pas comme ça. Ou en fait, il se comporte mal. Oui, voilà. Ça aussi, ouais. Et du coup, tu discrédites l'idée. Par celui qui la porte. Bon, bref. Et donc, du coup, c'est parce que je pense que la sphère du monde de l'entreprise, c'est une sphère. Déjà, a priori, t'es quand même censé bosser, partie de caractéristiques de la société, et c'est un super média. Et ça donne du sens surtout. Enfin, tu vois, on en revient au sens. Et avec des réalisations qui sont aussi concrètes, quoi. Ouais, moi, ton modèle, tu le mets en place, tu le scales pour reprendre, comme tu disais, les termes de la Startup Nation, et ça marche dans le vrai monde. Tu n'évolues pas juste dans le royaume des idées, quoi. Ça marche, effectivement. Enfin, en tout cas, tu peux présenter des résultats, et tu peux être jugé sur des critères qui sont objectifs. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, si on va directement sur les acquis ou les achievements, 5 ans après, moi je peux te dire qu'avec le modèle de Shodo, on a recruté en 3 ans sur Paris, Lyon et Nantes plus de 80 personnes, 100 recruteurs, 100 cabinets de recrutement et sans faire de l'approche directe, ce qui n'existe pas dans le monde des ESN. Oui, surtout que c'est un monde qui est, encore une fois, on le disait, qui est hyper concurrentiel, où il y a énormément de ce marché. Il y a rien qui ressemble plus à une ESN qu'une autre ESN, à l'exception de Shodo. Mais du coup, toi, t'as réussi à créer cette singularité-là, qui fait que ça parle pour toi-même et que les gens, tu attires à toi-même les gens qui partagent ton modèle et tes valeurs, quoi. Et en fait, tu vois, je te parle des pain points de notre secteur. Donc là, je t'ai parlé du recrutement, où en fait, la plupart des confrères et consoeurs vont investir massivement dans des recruteuses, des équipes, du staff, des locaux à la Google et plein de labels, tous les labels de ouf que tu retrouves dans les boîtes. Moi, je te dis, voilà, on recrute comme ça, qu'avec de l'inbound, c'est-à-dire qu'à travers des candidatures spontanées. Le deuxième truc cool, c'est qu'il y a 30% de turnover, ça je t'en parlais tout à l'heure. Mais nous, on a eu 5 départs en 5 ans sur 5 filiales. Tu comptes plus en pourcentage, quoi. Tu comptes en nombre de gens qui partent. Et c'est très cool. Et sur les 5 départs, d'ailleurs, on a eu un salarié boomerang, donc qui est revenu. Mais tu vois, ça te permet de refaire des choses de manière très détendue, c'est-à-dire quand tu as des gens qui partent,
Ils partent parce que en vrai un départ c'est quelqu'un qui tu dois être content pour la personne parce que les gens partent quand ils ont quelque chose de mieux, quand ils sont plus heureux ailleurs. Mais quand tu pars et que tu n'as plus t'as plus de difficulté à remplacer, bah tu peux refaire quelque chose qui est cool, c'est te réjouir pour les gens. Oui. En leur disant les écoute, accompagner. ouais frérot, je suis content pour toi, Cool. c'est trop bien. C'était génial, tu nous as apporté plein de valeurs, tu reviens quand tu veux et on va se faire une bouffe et on va se faire un apéro avec tous les gens de la boîte qui ont envie de te dire au revoir parce qu'en fait c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de cette culpabilisation de tu quittes ta famille, c'est mal, etc. Ouais, puis c'est surtout comment dirais-je, t'as pas la sensation que je pense que tous les managers de SN ont eu un jour qui est de te dire quand même putain on aurait pu faire mieux quoi. Ouais, bien sûr. Et tu parlais des pain points du secteur, tu parlais du recrutement. Un autre, alors je connais moins bien ce secteur-là que toi très clairement, mais t'as aussi une pression sur les coûts, sur les marges. Les clients, en gros, c'est de faire baisser les prix. Est-ce que la singularité que t'as chez Shodo te permet aussi de répondre à ça? Est-ce que t'en parles avec tes clients de manière générale? Ou est-ce que parce que tu sais, t'as ce côté, on est dans une guerre de prix, et finalement, entre deux ESN identiques, on prend le moins cher, quoi. Non, deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est qu'on a fait de la transparence un des piliers du modèle. Et la transparence permet de recréer de la confiance à la fois auprès de tes membres salariés ou salariés associés, parce qu'on n'a que des associés, et surtout de tes clients. Et pourquoi est-ce que ça permet de recréer de la confiance? Parce que nous, en fait, on a rendu public tous les salaires et toutes les marges. Donc les TJM, en gros, dans le fonctionnement très rapide, pour celles et ceux et nombreux a priori qui n'ont pas lu le manifeste, c'est que à chaque niveau d'expérience, on fait correspondre un seul salaire fixe, qui est le même pour hommes, femmes, anciens, nouveaux, bref. Et on fait donc correspondre ce qu'on appelle un TJ seuil, donc un taux journalier seuil, c'est l'honoraire journalier qui permet de financer tous les avantages contractuels du membre de Shodo, tout en permettant à la boîte d'atteindre l'objectif de marge fixée. Donc je te donne un use case très simple. Le plus haut niveau de salaire fixe chez Shodo, c'est 70 000 pour les personnes de 9 ans d'expérience et plus. Et le TJ seuil associé, c'est 678. Okay. Ça veut dire qu'en fait que Shodo facture 678, 679 ou 1200, la marge qui va être collectée par Shodo sera la même. En revanche, chaque euro au-delà du seuil, donc de 678, donc tout l'excédent de marge va être intégralement reversé à la personne. Donc je réponds à ta question en disant que évidemment, quand tu vas avoir un taux qui est au-dessus du seuil, tu vas avoir une rétribution. Donc en fait, la marge, on la redistribue sous forme de bonus financier et de temps libre, temps libre pro et temps libre perso. Donc tu vas fidéliser la personne. Tu la fidélises aussi parce que elle est au capital et donc demain, quand tu vas tirer des dividendes, elle va les tirer avec toi et le jour où il y a une revente, elle va profiter de ton exit sans perdre ton travail. Mais du coup, le constat, encore une fois, c'est que on arrive nous à être probablement, donc quand on bench avec les concurrents directs, je pense qu'on est on est à peu près 5% moins cher. En fait, tu n'es plus obligé de vendre très cher pour dire que tu vas entretenir le modèle. Le modèle, c'est aussi finalement est très simple, il se résume de la manière suivante. C'est on définit ce dont on a besoin pour investir sereinement et tout le reste, on le redistribue. Et nos clients le savent, nos membres le savent. Et en fait, ça aboutit en fait à une forme de frugalité, de croissance raisonnée, ou de mots qui commencent par D, qui finissent par croissance. Très bien. Et ça demande aussi du coup de bosser avec des gens et des clients qui partagent ces valeurs-là, parce que le grand méchant client pourrait te dire, ok, donc toi t'as besoin de 678 €, donc effectivement je vais te presser jusqu'au minimum de ta marge, tu vois. Non, et pas que, parce qu'en fait, tu vois, ça fait partie des choses qu'on a expérimentées avec surprise, mais de manière positive. Tu vois, pendant le Covid, en 2020, quand il y a eu à un moment donné, l'activité a été impactée. On a eu des missions qui sont passées au 3/5e. Il y a eu, de manière générale, dans l'écosystème de la tech, il y a eu des missions qui ont été gelées. Et nous, on a des clients qui nous ont dit, en fait, Shodo, ce que vous faites, c'est cool. Et donc, on préfère arrêter des missions au sein de grands acteurs du monde de l'ESN parce qu'ils ont beaucoup plus de cash qu'un Shodo qui se lance avec un modèle qui est équitable. Et puis, par ailleurs, d'autres use cases, en fait, parfois j'ai des clients qui demandent est-ce que quel est le TJ
Ouais. Et en fait, tu vois, quand je présente la grille, quand je présente le système que j'ai expliqué il y a quelques minutes, il y a quelques instants, en fait, je réponds à cette question par une autre question en disant, en fait, toi, quel est le taux sur ces bases-là qui te semblerait faire, sachant que nous, à 678 pour un senior, on se rémunère, mais que le marché, probablement, il va monter à 750, 780. Et en fait, je suis très surpris parce que dans l'extrême majorité des cas, en fait, les clients, à partir du moment où ils savent où va le cash, le chiffre d'affaires, etc., ils sont cool. Ouais, parce que du coup, t'as envie de payer la personne ça s'appelle de l'intelligence. Ouais, ça s'appelle de l'intelligence collective, en fait. Ouais, carrément. C'est un super modèle. Alors, on va rentrer dans le détail de comment ça marche, que j'ai vraiment envie de comprendre, et j'ai envie que les gens comprennent. Ouais. Mais, en fait, la question qui m'est venue très complètement après en t'écoutant et après avoir lu tout le manifeste, etc., c'est mais pourquoi tout le monde fait pas comme toi, en fait? Parce que tu résous tous les problèmes d'un secteur qui passe son temps à dire qu'il y a des problèmes. Écoute, déjà, je commence par te dire qu'il y a des boîtes qui commencent à faire Bien sûr, il y en a. comme nous. Tu vois, on en a parlé. Il y a Thibaut Desrumeaux et groupe We Group qui viennent annoncer leur projet New Deal. Et c'est cool ce qu'ils font, tu vois. Ça, c'est cool. Donc en fait, je pense que tu as des acteurs qui prennent conscience que tu peux entreprendre différemment qu'ils le font. La réponse après, c'est je pense que quand tu es habitué à gagner 100 et que la clé pour avoir plus de sérénité, c'est de gagner 50, il y a un effort que tout le monde peut pas assumer ou n'est pas prêt à assumer. Et ça, c'est seule la conduite du changement et le temps nous permettront de voir à quel moment il y aura un changement. Mais la réalité, elle est simple, c'est que dans le marché de la tech aujourd'hui, t'es disrupté de deux manières quand t'es une ESN classique. C'est la première, c'est tous les services à la personne qui sont assurés par des Malte, des Comet, des plateformes qui vont s'adresser aux freelances et qui vont leur proposer des services qui sont ouf. Tu vois, facilité de paiement, t'es payé cash, t'as accès aux grands groupes et les fees, elles sont plus du tout confiscatoires comme dans l'ancien temps où tu faisais du vieux 80-20 en disant écoute, c'est comme ça et tais-toi des freelances. Ça, tu peux plus faire ça maintenant. Non. Et d'un autre côté, quand tu es sur du modèle classique avec du salariat classique, il y a des modèles redistributifs comme le nôtre qui proposent une autre manière de faire. Donc, en fait, à un moment donné, je pense que le marché sera forcé de s'adapter. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Oui, donc finalement, le pire contre toi, c'est que tout le monde fasse comme vous, quoi. Comment ? Le pire qu'on puisse te souhaiter, c'est que tout le monde fasse comme vous. Moi, c'est pas le pire en fait. Je pense que c'est le meilleur pour le marché. Tu vois, ça fait partie c'est pour ça qu'en fait on a rendu notre modèle open source parce que nous, ce qui nous fait kiffer, moi, ce qui me fait me lever le matin avec la banane, c'est de me dire que on participe à notre humble niveau à changer la corporation des ESN. Oui, c'est un beau projet, effectivement. Ouais, c'est cool. Alors du coup, si on rentre dans le comment ça marche, donc tu as donné des bribes, tout le monde t'as que des associés, tout le monde est rentré au capital. Il y a cette notion, on va revenir aussi de marge et de rémunération des consultants, de 80-20, je crois, sur le chiffre d'affaires. Ouais, c'est on distribue en moyenne 84% du CA. Voilà. Alors donc tout ça, on va en parler, mais si on commence par le concept de l'actionnariat salarié, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette notion de valeur distribuée, partagée, comment ça se passe chez vous? Alors, il y a deux niveaux, parce qu'en fait, on peut redistribuer la valeur sans parler d'actionnariat. C'est déjà le cas, hein, c'est-à-dire, tu vois, en moyenne, déjà, on redistribue 84% du chiffre d'affaires. Mais t'es encore un stade après. Oui, on distribue 84% du chiffre d'affaires sous forme de salaire, de congés. Donc, pour te donner les chiffres 2022, dans Shodo, hein, la structure historique, je te parle pas des filiales parce que c'est un peu différent, ils ont pas le même rythme de développement, mais dans la structure initiale, originelle, en moyenne, c'est 50 jours de congés redistribués, 12 jours de communauté. Les jours de communauté, c'est du travail non facturé. Qui permet de refaire de la veille, de la formation, profiter de ta communauté sur du temps de travail et non plus sur la sphère privée. Donc 50 jours de congé en moyenne, 12 jours de communauté et 73 000 € de rémunération brute. Ça, c'est les chiffres de Shodo en termes de redistribution. Auquel, en fait, il faut que tu rajoutes des moyens, donc sur les 16% de marge collectée par Shodo, on redistribue des moyens on donne des moyens pour faire de la marque employeur, pour créer du contenu marque employeur. Donc on a plein de gens qui font des confs en tant que speaker. Ils ont des jours pour préparer des confs, pour préparer des interventions qui sont en fait c'est des moyens qui sont donnés par Shodo. Quand tu fais des formations, quand tu fais il y a des podcasts techniques, il y a des talks, enfin tout ça c'est des moyens que donne Shodo. Ça c'est de la redistribution.
Ok, on part en séminaire aussi. Ça fait partie de notre culture. Tu vois, nous, l'an dernier, je sais plus le chiffre, donc je vais peut-être dire une connerie et je vais me faire déglinguer par Guillaume. Mais on a dû dépenser 150 000 boules en 2022 de séminaire. On est parti 4 fois. Ah oui, ça fait un très beau séminaire, mais oui, ça peut te faire 4 beaux. Ouais, on en a fait 4. Et en fait, tu vois, c'est vrai que c'est de l'argent qu'on aurait pu tirer en dividendes. Ou c'est de l'argent qu'on aurait pu se prendre en salaire. Enfin, tu fais comme tu veux après. Ouais, c'est ta boîte. Mais le sens du partage, le sens qu'on donne nous à l'entrepreneuriat, c'est de le partager avec les gens dans des moments de qualité. Tu vois, des langages de l'amour, beaucoup dans les moments de qualité. Ouais, bien sûr. Voilà. Et du coup, l'actionnariat salarié, c'est quoi? C'est en fait à un moment donné, on s'est dit, ok, on redistribue, on a mis en place la transparence des salaires avec une grille publique, mais putain, on n'est pas parfait parce que on reste dans un modèle très quand même vertical où tu as 4 personnes, parce qu'en fait on est 4 associés, donc il y a 2 associés cofondateurs et deux associés minoritaires qui détiennent 100% du capital, et ça veut dire qu'en fait quand même ces 4 personnes-là, à des échelles différentes, mais s'enrichissent sur le travail de tous les autres, et en fait on n'était pas capitaliste, quoi. Ouais, alors en fait, tu vois, moi je reste capitaliste, mais je suis pour le capitalisme très social, très interventionniste, etc. Dans ce modèle-là, c'est ça. Enfin, je suis pas libéral, mais je suis dans une économie de capitaux, donc c'est la vie, hein, tu vois. Mais du coup, en fait, on trouvait que le modèle était pas exemplaire, était pas juste, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, en fait, on va ouvrir le capital à tous les salariés. Alors, ça s'est pas fait comme ça en vrai, parce que techniquement, et on en parlera peut-être si ça t'intéresse, mais tout m'intéresse. Hein. Eh ben, alors, on a ouvert le capital aux 30 premiers salariés. On a présenté l'idée au tout premier séminaire de Shodo en septembre 2020. Et parce qu'en fait, ça nous semblait être la manière la plus juste de faire du salariat, c'est-à-dire de partager la valeur aussi en allant le plus loin possible en partageant le capital. Quand tu tires des dividendes, tes salariés en prennent aussi. Et demain, quand tu as un exit, voilà, ils prennent aussi avec toi. Et puis, il y a un alignement d'intérêt en plus là-dedans. Ouais. Et puis surtout, après, c'est induit aussi d'un travail de transparence. Tu vas aux AG, tu as accès au compte. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on a fait... on a demandé à notre avocate qui s'appelle Laetitia et qu'on adore parce qu'on lui fait faire plein de trucs bizarres. Mais elle nous dit, on lui a dit, mais en fait, on voudrait faire entrer les 30 premiers salariés. On fait rentrer les 30 premiers salariés. Et là, figure-toi que on se rend compte qu'on a créé un monstre. Parce que le 31e ne peut pas être content. Ouais, en fait, on se rend compte que comme des abrutis, on a créé une société à 2 vitesses. Parce qu'en fait, le 31e est pas content. Puis en fait, un jour, on se réveille, on est 45, 46. On se dit, ça c'est affreux. En fait, il y a dans la même boîte, il y a des gens qui sont associés, salariés associés, et des gens qui sont que salariés. Comment est-ce qu'on peut réparer ça? Donc on rebelote, on rappelle Laetitia, on dit faudrait qu'on ouvre le capital à tout le monde. Puis là en fait on s'est rendu compte que de la manière avec laquelle on avait amené les choses, construit l'ouverture du capital, mais en fait il fallait l'accord. Il fallait l'accord de tous les salariés associés. Qui se dilue quand tu fais Voilà, donc en fait on a fait une augmentation de capital, mais en fait il faut l'accord de tout le monde, parce que sinon en fait si t'as une personne qui dit non, tu trouves techniquement la place à une forme d'OPA, quoi. Et c'était problématique. Et donc, putain, là, Guillaume, on n'a pas les cuisses fraîches du tout. On se dit, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ou quelqu'une n'est pas d'accord avec le projet? Et là, encore une fois, intelligence collective, trop bien. On sait, tu vois, on avait besoin d'un vote unanime. Et la décision l'unanimité, a été d'ouvrir le capital à tout le monde. Et donc là, on va ratifier ça lors comment on appelle ça, des consolidations des comptes 2023. Mais en juin prochain, tous les salariés de Shodo qui le souhaiteront auront accédé au capital pour la modique somme de 102,30 €. D'accord. Voilà, parce que c'était aussi une des conditions en fait. Parce que c'est souvent un problème, ça coûte très très cher. Exactement. C'est quel est ton niveau de valo derrière, etc. Mais enfin. T'as raison. En fait, dans notre spec, quand on a demandé à notre avocate d'ouvrir le capital, on voulait que ce soit accessible et pas que ce soit des niveaux de valo qui soient privatifs, rédhibitoires. Donc voilà. Et ce qui en dit long sur
sur toi, Guillaume, et l'associé de départ. Ouais. Il y a aussi ce côté de, c'est ton capital et c'est ton capital de départ, c'est ta valorisation, c'est ton patrimoine aussi comme entrepreneur. Donc, tu acceptes de le baisser pour faire rentrer des gens. Oui. Donc, c'est vraiment, tu es skin in the game, quoi. Tout à l'heure, tu m'as dit, alors, on est l'anti-skin in the game. C'est une expression. Ouais. Une bêtise. Non, je veux dire, non, mais alors, c'est ok, hein. C'est une expression que j'entends beaucoup. Skin in the game, c'est de dire, ok, les gars, vous investissez et vous y laissez votre peau, parce que c'est ça l'expression française. Et oui, d'accord. Et nous, vraiment, l'idée, c'est de se dire, bah non, en fait, tu vois, quand on lance des filiales avec des mandataires sociaux, on leur demande de racheter leur part par un apport industriel. Donc, en fait, par leur travail, par une privation de rémunération, mais ils ne vont mettre 0 copec de leur épargne personnelle, parce que c'est pas notre vision du truc. Tu vois. C'est intéressant comme modèle. Moi, j'ai mis ma thune perso quand on a lancé Shodo, parce que je pouvais me le permettre, et j'étais prêt à la perdre, cette thune, avec des risques quand même très minimes. Hein, en vrai, la vérité, c'est ça. Hein, tu déconstruis aussi, je pense, la valorisation des risques, la méritocratie, parce que quand t'as fait 20 ans de tech et que tu lances une ESN, en vrai, ton risque il est très 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 modéré. Mais en fait, on voulait que les gens puissent le faire à des conditions cool, accessibles. Et tout à l'heure, quand on a parlé dans la cuisine, tu me disais, ouais, c'est quand même étonnant une boîte qui érige la justice sociale comme valeur. Et bah oui, en fait, ça nous définit. C'est-à-dire que donner accès au capital à des conditions qui sont très accessibles, ça te permet justement, t'as pas de discrimination entre ceux qui peuvent se permettre d'investir et ceux qui peuvent pas le faire. Oui, effectivement, je sais pas si c'est étonnant, mais c'est rare en tout cas, ouais. en tout cas de le faire de manière aussi ouverte, tu vois, dans le discours. Et effectivement, oui, je comprends ce que tu veux dire par le côté anti-skin in the game. Quand je dis skin in the game, c'est vraiment, c'est toi qui, entre guillemets, il laisse un peu ta chemise entre guillemets, parce que c'est toi qui, enfin, tu te mets à fond dans ton modèle et ça te coûte que ça te coûte, mais tu pousses ton modèle, quoi. Alors oui, mais ça, c'est pour moi, c'est plutôt un prisme d'exigence. On a une forme d'exigence, tu vois, Guillaume et Laurie, de se dire, ok, est-ce qu'on est fier de ce qu'on a fait, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut faire mieux, et c'est pour ça que je pense qu'il y a une forme de dynamisme, de dynamique dans le modèle de Shodo, le fait que côté mouvement perpétuel et d'inachevé. Enfin, ça sera. Je pense pas qu'un jour on pourra te dire, Vincent, ok, c'est fini, terminé, quoi. Tu vois. Mais ouais, enfin, je pense que ouais, enfin, voilà, c'est important de faire comme ça, quoi. Ouais, carrément. Alors, juste un point de détail sur la rémunération. Donc, on parlait de ce 84 16 du coup. Dans ce dont tu parles aussi donc de salaire fixe avec un côté qui est fixé à 70K, je crois, pour les plus de 9 ans. Mais tu dis que le salaire est capé, mais avec une potentialité de rémunération globale illimitée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est juste moi qui n'ai pas compris et je voulais savoir ce que c'est. Écoute, on va en parler. Très bien. Vas-y, raconte-moi. T'as du temps, j'ai du temps, on va en parler. On est là. Non, je t'ai dit tout à l'heure que la rémunération moyenne était de 73 000 euros. C'est en fait, ça te montre qu'il y a une redistribution de la valeur de la marge excédentaire, justement. Tu vois? Donc, en gros, le modèle Shodo, c'est quoi? C'est que tu as un TJ seuil qui permet à Shodo d'atteindre son objectif de marge et de payer, en gros, financer tous les avantages contractuels du membre. Quand tu as un TJ mission qui est supérieur au TJ seuil, donc en gros, quand tu as de la marge excédentaire, la marge excédentaire, elle est redistribuée par défaut. D'accord. Un tiers en bonus financier, un tiers en congé, et un tiers en journée communautaire bonus. Oui, c'est ça qui m'a échappé, c'est qu'en fait la rémunération, le salaire en fait, dont tu parles, il est inclus dans ta marge dans ton TJ seuil. Alors le salaire, non, il est inclus dans le contrat, c'est-à-dire que par défaut, tu reviens chez Shodo, t'as pas de période d'essai, ça fait partie des innovations sociales qu'on a faites, mais on te doit un salaire. Mais le financement de tous tes salaires, c'est le chiffre d'affaires. Tu le trouves dans ton TJ seuil. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça qui me manquait pour comprendre. Et du coup, en fait, tu vois là, c'est super intéressant ce qu'on est en train de dire parce que ça montre une chose. C'est que en finance, non, mais ça montre qu'en fait le business model du conseil, on parle de TJ, on parle de TACI, TACI, du taux de staffing, de plein d'acronymes affreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est juste abscon. C'est en fait c'est plus qu'abstrait l'affaire. Et donc c'est pour ça qu'on a on a fait l'effort très tôt de programmer un simulateur qui est dispo sur notre site. Et en fait tu fais un truc très simple, tu arrives, tu dis je m'appelle Vincent, j'ai X années d'expérience, je suis à Paris, je pense me facturer 800 € chez mon client. Tu rentres tout ça, t'appuies sur
c'est parti, parce que t'as un bouton c'est parti. Très bien. Et quand tu appuies sur ton bouton c'est parti, tu as des outputs qui te donnent exactement ce que tu vas avoir en termes de salaire, en termes de jours de congés bonus et en termes de jours communautaires. Ouais, voilà. Et ensuite, tu as des petites spécificités du modèle Shodo, c'est que tu peux choisir de convertir tous tes jours bonus en finance. D'accord. En fait, tu peux choisir de te remettre au niveau Syntec. Syntec, c'est très simple. 25 CP, 9 RTT. Et tous les jours bonus que tu as acquis en par ailleurs, tu les convertis en cash. Et ça te fait monter ta rémunération. D'accord. Et donc, tu peux choisir, en fait, de prendre du temps ou de l'argent, quoi. Exactement. Ok. Dans la limite de 25 CP par an, parce que on n'est pas des libertariens chez Shodo. On essaye quand même de dire que ta santé mentale, c'est la limite du nombre de jours que tu peux aller facturer. Dans donc, la limite basse. Tu dois faire au moins 25 CP par an parce qu'en fait, on n'a pas envie d'avoir un salarié ou une salariée qui nous claque dans les doigts. Ok, oui, d'accord, très clair. Et justement, effectivement, là, on parle beaucoup d'argent depuis tout à l'heure. Peut-être parler un peu d'humain aussi, parce que c'est un peu le pourquoi tu fais tout ça en termes de modèle et d'argent. Un truc qui m'a beaucoup touché dans le manifesto, c'est que tu parles d'emotional safety. On peut parler de sécurité émotionnelle pour le traduire. On parle souvent de sécurité psychologique aussi, qui est la même chose ou peut-être pas tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on entend souvent l'argument, c'est pas le rôle de son entreprise de s'occuper de la santé mentale, donc ce qui est pas tout à fait la même chose encore une fois, mais enfin, toi, comment tu réagis à ça et comment tu fais, c'est encore deux questions, mais comment tu fais pour créer cette sécurité émotionnelle chez les gens qui travaillent chez Shodo? Alors, c'est pas que moi, et je pense que déjà, ça consiste à marteler le message que tu peux être qui tu es. Dans le monde du travail, ce qui compte en fait, c'est entre guillemets, c'est un terme affreux, mais c'est tes compétences. C'est ça qui compte. Donc tu vois, moi je suis en train de parler, j'ai des cheveux longs, j'ai un bonnet, c'est ok en fait. Et c'est un peu cool là-dessus d'ailleurs, hein, sur les fringues au boulot. Ouais, mais tu peux être qui tu es, et ça veut dire aussi, tu peux venir aussi avec, on est des humains, tu peux avoir des névroses, tu peux avoir des soucis. On a tous traversé 2020-2021, les X confinements, et je pense qu'il n'y a pas un humain qui en est sorti indemne. Oui. Bon, enfin, tu vois, je veux dire. On a vécu un drame il y a un an. On a un salarié qui s'est suicidé a priori, et en fait ça nous a fait prendre conscience que si en fait c'est le rôle de, tu passes plein de temps au boulot, et que le rôle d'une entreprise c'est de te donner des moyens quand tu mets le bien-être au centre du modèle, tu dois faire en sorte que les gens qui en ont envie puissent se confier, etc. Et donc évidemment, tu rentres dans la sphère privée, tu rentres dans très probablement que les salariés n'ont pas envie de venir nous voir pour nous raconter leur vie. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place notamment la plateforme en libre service MocaCare, qui permet de manière anonyme aux gens chez nous de pouvoir consulter des spécialistes sur n'importe quelle question liée à la santé mentale. Et encore une fois, tu vois, je te parlais d'exigence, c'est quand tu fais ça, tu dis ok, c'est cool, tu vois. Je pense qu'on a fait des choses, on est encore allé plus loin que le rôle premier de l'entreprise, mais c'est vrai qu'avec Guillaume, je pense qu'on voit l'entreprise aussi comme une forme d'état-providence, c'est-à-dire que t'es là aussi pour t'es là pour mettre bien les gens, tu vois, et bien les gens financièrement, mais t'es là aussi pour les mettre bien tout court. Je suis complètement en ligne avec ça. Et quand on se parlait au début, tu me disais, ces bureaux, par exemple, c'est un lieu de vie. Une entreprise, c'est aussi une communauté de vie. Enfin, c'est un endroit, comme tu dis, c'est un endroit où tu passes énormément de temps. Oui. Et donc, oui, ça a du sens. Mais justement, c'est intéressant de savoir comment tu y arrives, quoi. Parce que il y a aussi, comme tu le dis, cette barrière de, alors dans le vieux discours, ce serait laisse tes émotions à la porte. Bien sûr. Et aujourd'hui, même pour pour tout le monde en fait, de ce côté, je vais au bureau, je dois être professionnel. Donc je suis pas là pour montrer que ça va pas, etc. Donc c'est même dans ce point de vue, dans l'accompagnement que vous avez de vos salariés, l'attitude que vous avez, l'exemplarité que vous pouvez avoir, comment on crée ce cadre-là où les gens se sentent suffisamment safe pour pouvoir être eux-mêmes. En fait, la réponse, elle est complexe parce que moi, tu m'aurais posé la question, tu vois, quand j'étais
j'étais à la direction en tant que salarié de mon précédent job. Tu m'aurais posé la question il y a... On est en quelle année là, 2023 ? Tu m'aurais posé la question en 2014-2015. On avait une collègue. Tu sais, elle avait les cheveux orange. Elle s'était fait un tie and dye. Putain, je la vois arriver comme ça à l'époque. Je suis en PLS. Je me dis, mais qu'est-ce que tu vois, je veux dire, mais je me dis, qu'est-ce que c'est que ce délire, les vœux orange au travail et tout, mais c'est pas possible. Et je suis la même personne. Et je suis capable de dire qu'en fait, aujourd'hui, j'aurais quelqu'un qui viendrait avec des cheveux teints. Je me dirais, ok, vas-y, bon, bah, écoute, why not? Et ce qui compte, c'est est-ce que ça impacte son travail? Est-ce que ça l'a fait kiffer? Est-ce que ça pose un problème fondamental? Et je pense que quand tu arrives à la conclusion, ça prend du temps parce que ça s'appelle déconstruire, quand tu arrives à la conclusion que c'est pas très grave, eh ben c'est pas très grave, quoi. Donc c'est un processus qui est long. Moi je peux pas t'écrire de bouquin, c'est juste je te donne mon retour d'expérience sur le sujet. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté, enfin, tu vois, depuis le début tu dis c'est pas moi qui, et t'as construit ce modèle avec d'associés, mais là ce qui est intéressant c'est que quand on te demande un conseil sur comment créer ce cadre-là, ça repart de la personne. Enfin, tout à fait. Faut être capable de toi de déconstruire tes jugements, tes croyances, et donc du coup probablement de te rattacher à des valeurs, etc. Ce que tu disais. Et et c'est un processus du coup faut que toi qui est long, quoi. Mais parce que je pense qu'on a tous un biais au début qui prend un temps fou à déconstruire. C'est que tu penses que t'as le biais de penser qu'il faut être conforme pour être légitime. Ok. Et donc à partir du moment où tu comprends que bah non, t'es pas obligé d'être conforme pour être légitime, tu vas créer le fameux espace safe où il y a la place pour en fait l'anticonformisme. Shodo de manière générale, tu vois, la pensée sociale, économique, entrepreneuriale de Shodo, aujourd'hui, elle est anticonformiste. Ah oui, carrément. Bon, bah voilà. Même iconoclaste, c'est super. Mais iconoclaste, ouais, peut-être. Enfin, il faudrait aller dans le très bas au niveau d'étymologie, de l'étymologie pour voir si c'est le bon terme. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très différent et de très revendiqué, différent. Très différent. C'est incarné. Mais moi, je t'ai dit, ok, vas-y, maintenant on parle résultat et bah, en fait, on a des résultats. Donc en fait, t'as une forme de crédibilité. L'histoire, elle est validée. Bien sûr. Et c'est là pour boucler la boucle. Pourtant, on n'est pas conforme. Et c'est là que l'entreprise est un bon moyen justement de faire passer ces convictions-là qui sont de l'ordre politique. C'est montrer qu'elle marche. Et oui, le résultat, tu peux le discuter dans ce que tu veux, dans toutes les langues. Un résultat financier d'une boîte qui marche, c'est un résultat financier d'une boîte qui marche, et c'est incontestable, quoi. Ouais, c'est incontestable. Alors après, du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait partie des choses qu'on a déconstruites aussi. Ok. C'est-à-dire que moi, comme tout le monde, pendant très longtemps, ma boussole, c'était le revenu ou la marge ou l'EBITDA ou ce que tu veux. Et c'est ok, pour être crédible, il faut dégager du résultat. Et en fait, notre pensée, aujourd'hui, je te dis que cet indicateur-là, moi, je préfère te sortir d'autres indicateurs. Je préfère te sortir le turnover, la capacité à recruter. Donc, je sais plus quel est le terme, l'employabilité, enfin, l'attractivité, ouais, c'est ça, merci, je te remercie. Donc, le turnover, l'attractivité, le bien-être au travail, mesurer aussi, par exemple, tu vois, on est dans la tech, il y a un vrai problème d'inclusion, il y a que des mecs, grosso modo. Donc, tu vois, un indicateur qu'on trouve cool, c'est dans quelle mesure on arrive à féminiser Shodo et on a des résultats, tu vois. Donc bref, tu vois, maintenant attention, tu dois quand même on est dans une économie capitaliste, tu ne raconteras une histoire qui ne durera pas longtemps si t'es jamais rentable. Tu ne seras pas crédible, donc on n'est pas crédible. Mais le débat, c'est plutôt de te dire que si maximiser le résultat n'est plus notre objectif. Quand on part en séminaire, quand on redistribue du salaire, quand on donne des jours de déstaffing pour donner des moyens de créer du contenu marque employeur tech ou social à nos membres, en fait, on prend du résultat et on crame, on va dans le ciel. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, tu as pensé dans cette optique-là, elle devient systémique. C'est quand tu maximises ton résultat, tu le fais au détriment de quoi? Et du kiff. Exactement. Et du bien-être. Et donc, du coup, tu vas balancer ça et t'es plus sur une seule verticale. Voilà. Du coup, quand tu remets le bien-être, le sens, ou finalement, tu sais, je te le résumais, quand tu remets la croissance au service des gens, bah, tu te rends compte que c'est ok de pas faire autant de revenus que tu pourrais le faire. Carrément. Et alors,
Tu vois, un autre point dont je voulais parler avec toi, c'est la transparence. C'est hyper fondamental chez vous. Ouais. Tout est, enfin, tu parlais de simulateurs, les salaires, tout est open et tu parles de tout depuis le début avec une grande transparence. On peut avoir des fois un côté quand on crée un modèle alternatif, vivons heureux, vivons cachés. Ouais, vous l'avez vu. Et du coup, pourquoi le switch? Mais c'est ce que je te disais en préambule. En fait, la démarche de Shodo, elle est militante. Quand tu veux participer à changer le monde du travail, tu as besoin de montrer qu'une autre voie est possible, et tu le montres par l'exemple. Ouais. Donc, en fait, notre militantisme s'exprime aussi par la capacité à montrer ce qu'on fait, à une forme de faire grandir les gens, faire grandir les salariés, faire grandir des entrepreneurs. Alors attention, je le dis modestement, on détient pas la vérité, mais je pense qu'on exprime une vision à laquelle, à mon sens, il y a aussi un market fit. Il y a des gens qui se reconnaissent dans cette manière de voir l'entrepreneuriat, et en fait, toutes ces personnes-là sont les bienvenus. Et quand moi on me sollicite, je donne de mon temps. Ça fait partie. Je parle très peu de tech quand je parle de Shodo, parce qu'il y a plein de gens qui le font super bien dans la communauté. Mais la ligne éditoriale de Shodo sur le plan business, c'est promouvoir les valeurs du craft. Et une des valeurs du craft, c'est raise the bar. Donc c'est quand même justement faire grandir les gens. Et c'est partager aussi partager non seulement le savoir, enfin c'est partager le savoir, mais dans le savoir t'as le savoir-faire, t'as les richesses, enfin bref, tout ça quoi. Oui, et puis dans le craft, il y a aussi la notion de fierté. C'est la fierté du travail bien fait. C'est craft artisanat, hein, d'accord. Ouais, l'artisanat. Donc en fait, c'est l'abréviation du software craftsmanship, qui est l'artisanat logiciel. C'est concevoir le développement comme une activité, comme un artisanat, et à travers des valeurs. Donc tu veux avoir des produits qui non seulement qui marchent, mais qui sont bien faits, dont t'es fier. Carrément. Et justement, cet état d'esprit-là, tu vois, c'est l'esprit de l'artisan. Et de manière générale, tout modèle que tu as construit, on retrouve des choses qui sont très axées sur l'individu, sur la communauté. T'es aussi une boîte, tu l'as dit, qui a des résultats, une boîte qui grandit, t'as ouvert des filiales, etc., etc. Comment tu fais pour que tout cet état d'esprit-là, toutes ces convictions-là, cette culture que tu as créée chez Shodo, ne se dilue pas avec la croissance, qui est un écueil que beaucoup d'entrepreneurs, pour pas dire tous, rencontrent? Oui. Écoute, en fait, on procède de manière plutôt raisonnée, c'est-à-dire que tu vois, on passe pas à l'échelle comme des bourrins du jour au lendemain de manière incontrôlée. Notre passage à l'échelle, si je puis dire, déjà, il répond toujours à une logique qui est militante, qui est de se dire que pour que Shodo s'entende, il faut que Shodo s'étende. Et très bien dit. Du coup, de se dire, merci, c'est le travail de ouf. L'idée, c'est vraiment de se dire que t'as un modèle cool qui fait kiffer des gens localement, et je vais prendre de la sociologie de bas étage. Je pense qu'on s'est déjà tous fait refoule de boîtes de nuit. Ouais. Et quand tu te fais refoule de boîtes de nuit, t'as la rage. Ouais. Parce que la personne devant toi, elle rentre, et toi, tu rentres pas, et t'as le seum atomique, ta soirée, elle est finie. Et ben, en fait, l'idée, c'est de te dire, pourquoi est-ce que à un moment donné, tu dois mettre un numerus clausus qui exclut des salariés, des clients, d'un modèle qui est cool. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé Shodo Nantes. Donc, en fait, on a délocalisé le modèle de Shodo à Nantes. On a ensuite délocalisé le modèle de Shodo sur un autre vertical à Paris qui s'appelle Shodo Studio. On a délocalisé le modèle de Shodo à Lyon au mois de juin 2023 en créant Shodo Lyon. On va créer en 2024 en janvier Shodo Lille. On va créer un autre vertical qui s'appelle Shodops, donc sur l'Ops. Ouais. Un jeu de mots bien pourri, mais on adore ça. Mais vous aimez ça, oui. On adore ça. Et on va aussi créer dans l'année 2024 Shodo Rennes, parce que sur Shodo Nantes, il y a une communauté de Rennais et de Rennaises qui commence à popper. Et pourquoi est-ce qu'on enverrait des Rennais ou des Rennaises à Nantes? Voilà, donc c'était ça. Et pour ce faire, en fait, on y allait progressivement. On a déjà fait Shodo Nantes, on a accompagné un binôme de mandataires sociaux locaux, et en fait, on a appris en les accompagnant, ce qui nous a conduit à basculer vers une culture de l'écrit. Tu vois, on s'est rendu compte que la culture de Shodo, pour mieux la transmettre, il fallait qu'elle soit écrite. Donc en 2021-2022,
On a investi je pense des centaines de jours hommes pour écrire Shodo dans Notion. Et Des donc là, centaines de jours. ouais, c'est ma boule. Tu as une Shodoc, parce que documentation Shodoc, qui permet à toutes les nouvelles arrivantes, tous les nouveaux arrivants de découvrir Shodo de manière super détaillée sur tous les sujets qui peuvent exister sont documentés. Et si tu veux, ça te permet quand tu vas on va dire étendre ta culture, tu la passes à l'échelle de manière un peu distribuée. Et ben en fait le modèle Shodo il est écrit déjà. Donc toi nous on fait un accompagnement des mandataires. Mandataire c'est quand même quelque chose de nouveau. Tu gères de la trésor, tu gères du juridique, tu gères des avocats, tu gères de l'opérationnel, tu gères bref de la compta. Et en fait pour t'assurer que ta culture elle soit bien transmise, voilà, on a basculé vers l'écrit. Et à partir du moment où tu commences à maîtriser tu vois ta pédagogie, la manière avec laquelle tu transmets les choses, bah tu peux commencer à avoir un rythme progressif d'ouverture de filiales. Donc tu vois, on a ouvert une filiale par an au début, et là on va commencer à tu vois en faire peut-être deux voire 3 en 2024. Tu vois, donc c'est progressif en fait, c'est pas fou. Oui, bien sûr. Tu vises pas l'hypercroissance. Et une autre question qui me vient là, c'est donc tout à ce modèle écrit, c'est génial et je recommande à tout le monde de le faire. Mais quand tu vas dans une dynamique de croissance, qui dit croissance dit en gros intégration de nouvelles personnes qui vont amener aussi leurs valeurs, leur personnalité, leur identité. Donc probablement évolution aussi de ta culture, évolution de tes process dans une autre mesure. Comment tu fais quand t'as mis des centaines de jours hommes pour écrire en one shot pour actualiser derrière? Écoute, je pense que comme quand tu produis du code, il faut le maintenir à jour. Donc en fait, notre culture de l'écrit, là, le next step, ça va être de voir quels moyens il faut mettre en face pour la maintenir à jour. Bon, après, la culture, c'est pas instantané, elle change pas tous les jours. Mais la temporalité, c'est probablement le semestre ou l'année. Donc en fait, il va falloir le faire. Mais t'as vu tout à l'heure, on a parlé, t'as dû voir dans la frise, dans la cuisine, on a fait un atelier sur les valeurs justement. L'idée, c'était justement, tu vois, je t'ai parlé du fait que Shodo, le modèle était dynamique. Et donc, tu vois, là, on est en 2023, on a créé Shodo en 2019. On a fait un exercice dans lequel, tu vois, on a gamifié la formalisation de nos valeurs. On était une dizaine avec des salariés, avec une ancienneté qui était... Il y avait des gens qui étaient très anciens et des gens qui étaient arrivés récemment. Et en fait, c'était intéressant de faire ce travail de formalisation de valeurs. Quelle est notre identité, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi Shodo, etc. Et en fait, on le fait aussi parce que ça te permet de formaliser les choses et ensuite de pouvoir le graver dans le marbre par écrit. Carrément. Voilà. Carrément. J'espère avoir répondu à ta question. Mais tout à fait. Trop bien. J'en ai 2 dernières pour toi. Ouais, vas-y. La première, c'est donc tu as droppé quelques indices dans le podcast. Tu nous as dit que Laurie allait devenir CEO du coup à partir de janvier. Tu as aussi dit que Shodo c'était un POC. Si Laurie devient un CEO, pour toi, c'est quoi l'avenir de Shodo ou de sa philosophie? Enfin, comment tu projettes tout ça dans le temps? Alors, Laurie CEO, ça répond. Ça répond à deux besoins, 2 sujets. Le premier, c'est d'aligner les fonctions, le statut et le titre de Laurie sur le réel. Dans la pratique, Laurie, c'est une des premières salariées de Shodo, c'est la première salariée féminin et la première salariée au staff. Et Laurie, elle est arrivée en janvier 2020. Tu vois, on est bientôt en janvier 2023. Ça fait donc 4 ans. 2024, pardon. C'est donc 4 ans qu'elle est là. On l'a intégrée dès le premier jour aux échanges, aux réflexions avec Guillaume. Donc en fait, grosso modo, aujourd'hui, elle connaît Shodo sur le bout des doigts. Elle a une légitimité de ouf qui fait qu'elle porte plein de sujets de manière personnelle. C'est elle qui porte le sujet de l'inclusion et de la sororité. C'est le porte-parole de la sororité chez nous. C'est un enjeu majeur pour Shodo et la tech. Donc en fait, c'est juste de lui donner officiellement le titre et la lumière qu'elle mérite. Ça, c'est le premier besoin. C'est de la légitimité, c'est de l'équité. Bien sûr, ouais. Voilà. Le deuxième, c'est que en 2024, tu vois, je te l'ai dit, on va ouvrir Shodo Lille, Shodo Rennes, Shodops. C'est énorme. Ça veut dire qu'en fait, avec Guillaume,
on va avoir de plus en plus de mal, en restant avec l'organisation actuelle, de à la fois accompagner les mandataires sociaux de toutes les filiales, parce que c'est super chronophage en fait de faire ça, tout en répondant aux exigences de l'opérationnel qui est celle de Shodo. Et donc Laurie la nommer CEO, l'accompagner progressivement sur ses nouvelles fonctions, etc. C'est aussi nous permettre de nous dégager un temps précieux pour pouvoir continuer d'accompagner les mandataires sociaux, continuer aussi à penser les évolutions du modèle de demain, parce que je t'ai dit que c'était perpétuel. Et puis c'est aussi de nous donner du temps pour aller lancer des projets connexes à Shodo qui nous font kiffer, parce qu'en fait tu vois, je suis comme tout le monde et j'ai envie de prendre du plaisir au taf, quoi. Et justement, c'est d'ailleurs c'est une bonne perspective. Enfin, t'as voulu créer quelque chose qui permet de remettre de la justice sociale dans un milieu qui en manquait dans ce que t'as vécu. On peut dire que tu l'as fait. T'as créé ton modèle, tu l'as passé à l'échelle et t'as prouvé qu'il marchait. Une fois que t'as fait ça, c'est quoi le défi d'après? Qu'est-ce qui te reste à faire sur ce sujet-là, en fait? Ah bah écoute, je pense qu'il reste plein de choses à faire. Je pense que Shodo, tu peux le voir à deux niveaux. Le niveau de Shodo, niveau tech, niveau tu vois, Shodo en tant que SN. Donc et puis le passage à l'échelle en dehors du secteur de la tech. Moi, en vrai, ce qui me fait kiffer, pour être sincère, c'est comment est-ce que on peut faire un passage à l'échelle cross-sectoriel. Qu'est-ce qu'on peut appliquer de Shodo dans d'autres secteurs. Moi, ça me fait kiffer. Comment est-ce que on peut qu'est-ce qu'on va faire pour que Shodo se développe en tant que groupe ou ESN, etc. Ça me fait moins kiffer à titre perso, mais en fait c'est trop cool. C'est que je suis associé avec Guillaume qui a 10 ans de moins, qui fera ça très très bien, qui fait ça très très bien d'ailleurs. Qui même plus fort que moi pour aller sur des niveaux d'abstraction qui sont nécessaires, tu vois, quand t'es vraiment dirigeant d'une boîte, tu vois, on partage vraiment le même niveau d'exigence, etc. Mais tu sais, ça fait quand même 20 ans moi que je suis dans ce métier-là. J'ai commencé par diriger des business units, puis des boîtes, etc. Et c'est plus trop ce qui me fait vibrer, quoi. Justement, d'où la question. C'est ça qui peut être dur quand t'es entrepreneur aussi, ou tu portes des projets comme ça et des combinaisons comme ça. On peut se dire que cette première boîte, ça peut être, à l'époque, tu le vois sûrement comme le projet de ta vie, etc. Puis 5 ans après, t'es arrivé à cocher, en tout cas, beaucoup de cases, ce que tu voulais faire et à accomplir beaucoup ce que tu voulais accomplir. C'est comment est-ce qu'on déjà ce qu'il faut et comment est-ce qu'on se remet sur autre chose, un autre projet, quelle vision on se trouve, tu vois. Je pense avoir donné une forme de réponse. Bien sûr, oui, bien sûr. Que, tu vois, je suis dans un binôme d'associations où, enfin, je veux dire, on est super complémentaires. Et je sais que demain, tu vois, donc attention, faut pas non plus se méprendre. Je suis pas en train de dire que je me tire et que il se passera plus rien. Vous verrez plus John au sein de Shodo et des filiales. Je dis juste qu'en fait, on a une complémentarité aujourd'hui qui fait que, en fait, ce que fait Guillaume au niveau, tu vois, de la direction d'entreprise, c'est top, tu vois. Et je pense que moi, ce que je peux apporter en dehors du scope purement ESN, tech sur Shodo, je pense que ça rejaillit aussi forcément sur la boîte. Complètement. Voilà. Bien sûr. Mais si, effectivement, c'est assez génial. Justement, pour élaborer sur ce côté, aller sur les secteurs d'après, etc. Ça, c'est la dernière question qui est toujours traditionnelle sur le podcast. Toi, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un autre dirigeant, et potentiellement, du coup, on va faire plus difficile dans un autre secteur que le SN, pour créer une entreprise dont la culture soit alignée avec ses valeurs personnelles, autant que Shodo et son modèle sont alignés avec les tiennes? Écoute, la question elle est complexe. C'est vrai que tu la poses à chaque épisode. Je torture les gens podcast. Bientôt. Non, mais en fait, moi, ça me torture pas. Je pense juste que la réponse la plus franche, c'est que la culture, c'est fondamental. D'accord, ta culture, pour moi, c'est ton identité. C'est en fait quand t'as une culture très claire, ça te permet c'est un peu un phare.
tu vois, voilà. Mais c'est aussi, pour moi, un véhicule, la culture. C'est ce qui te permet d'aller de manière dynamique là où tu as envie d'aller. Et ma réponse, ça va être la suivante. C'est que plus tu t'y prends tard, plus c'est coûteux. Si on fait une métaphore avec le monde de la construction, en fait, quand tu construis un immeuble, bah, tu fais des fondations et tu fais le rez-de-chaussée. C'est une idée de merde de commencer à faire le rez-de-chaussée quand tu es au 10e étage. Tu vois. Et je pense que c'est ça là, le conseil que je donnerais, c'est primordial de le faire. Et le conseil, du coup, pour finir, c'est faut pas avoir peur d'être authentique et faut surtout pas avoir peur que des gens partent. Parce que c'est normal que des gens, à partir du moment où tu as une culture qui est très tranchée, tu peux pas plaire à tout le monde. Hein. Je pense que c'est une erreur dans la vie de vouloir plaire à tout le monde. Ce qu'il faut juste, c'est d'avoir quelque chose de clair, une culture claire, dans laquelle des gens vont se reconnaître et vont venir te voir. C'est ça qui te permet de faire de l'inbound et qui permet aussi à des gens de dire, bon, moi, c'est pas du tout mon délire, je viendrai pas. Mais au moins, tu perds pas de temps, quoi. Tu vois. Donc, c'est ça mon conseil. Super. Mais merci pour ce conseil. Merci pour tout ce que tu as partagé depuis 1 heure. Je t'en prie, Vincent, c'est passé super vite. Franchement, c'est passé hyper vite. Et moi, tu me donnes un micro, je peux parler des heures. Donc... Écoute, j'espère que c'était pareil en nous écoutant en tout cas. Merci beaucoup, Jonathan, et puis à très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.